droite, de gauche à droite, j'aperçois un dispositif qui est déjà autour de moi, prêt à me neutraliser. À vous neutraliser. Oui. Donc, l'incendie avait déjà eu lieu. L'incendie avait déjà eu l'incendie de la avait déjà eu lieu. Oui, l'incendie avait déjà eu lieu, tout ça. Voilà. Alors, j'étais juste à côté de l'ancien journaliste de TV+, M. Bitegué, qui faisait l'émission de Aïe, 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 voilà. Les gars et tout sont précipités, ils ont commencé à me poursuivre, j'ai pris la fuite. Je me suis échappé, ils m'ont rattrapé un peu plus loin. Nous sommes bagarrés, ça je ne vous le cache pas, nous sommes bagarrés, on a changé de coup. Ils étaient au nombre de 5, je me suis défendu, j'ai pu amocher 2, les 3 autres sont arrivés, ils sont tombés sur moi et puis ils ont réussi à me neutraliser. Alors, je me suis dit, bon, de toute manière, si c'est la DGR, il n'y a pas de problème, on y va à la DGR. Si c'est la police judiciaire, il n'y a pas de problème. Mais à ma grande surprise, je me retrouve au B2. Arrivé là-bas, j'étais devenu leur sac de boxe. Ils m'ont tabassé. J'étais devenu leur sac de boxe. Ils m'ont tabassé. Ils m'ont tout fait. Mais je leur ai posé la question. J'ai dit, mais votre officier, il est où? Vous me tabassez pourquoi? Vous me reprochez de quoi? Donc, sans aucun motif. Ils t'ont même sans pas aucun dit... motif, sans aucun mandat d'arrêt. J'ai été interpellé sans aucun mandat d'arrêt. Hein? Signé par le procureur de la République. Dans les normes. Parce qu'en général, dans les normes, lorsque on interpelle quelqu'un, on doit te présenter ton mandat d'arrêt. Oui, monsieur, vous êtes voici le mandat d'arrêt est signé par le procureur de la République. Vous êtes en état d'arrestation pour tel motif. Voilà, voilà. On ne m'a pas. Les agents qui sont venus vers moi n'ont pas eu le temps de pouvoir me lire mes droits. Alors, c'est le capitaine Elingui, le directeur des enquêtes du B2, capitaine Elingui, pas Oliri, Elingui, qui viendra vers moi, me dit, c'est pas toi Aboubakar, il va me brandir son téléphone où je verrai l'image, donc ma photo. Et quand je vois ma photo, je me souviens de cette photo, c'est cette photo à laquelle TV+ m'avait interviewé concernant les armes qui avaient été découvertes à Lille, où j'avais intervenu concernant que le procureur de la République, Céline Foraway, était allé faire. Oui. J'ai dit, mais je m'appelle Digoné Gérard, mon nom de code c'est Boubacar, je n'en disconviens pas, mais cette image et tout, c'était plus. Oui, c'est pas toi. Bon. Dis-nous avec qui tu es allé brûler l'ambassade du Bénin. Oh. J'ai dit, mais franchement. Donc, vous m'avez interpellé, vous m'avez tabassé, c'est pour ce problème-là. J'ai dit, je ne connais rien de ça. Tu vas nous dire. Ils m'ont fait rentrer en cellule. Ils me feront sortir de cette cellule à 21 h. Ils vont me mouiller. Ils vont me faire rentrer dans une salle de bain avec tous mes vêtements. Ils vont me mouiller complètement avec tous les vêtements. Ils vont m'amener dans une salle hermétiquement climatisée. Je suis menotté de l'arrière. À ma gauche et à ma droite, 2 militaires cagoulés. L'un d'eux me dira, ah, grand, nous, on n'a rien contre toi, tu as intérêt à coopérer avec l'officier. Je dis, mais je veux coopérer sur quoi? Point d'interrogation. Je suis menotté par l'arrière. Je verrai le capitaine Elingui qui va rentrer s'asseoir sur le bureau. Le capitaine Osami. Donc, le capitaine Elingui était le directeur des enquêtes du B2. Le capitaine Osami était le directeur des enquêtes spéciales du B2. Ils vont rentrer, ils seront en face de moi. Alors, tu vas nous dire exactement avec qui vous étiez allé brûler l'ambassade du Bénin. J'ai dit au capitaine, mon capitaine, je ne connais ni la tête, ni la queue de cet incendie. Je ne sais pas de quoi vous me parlez. Ah bon, on va te pousser à avouer. Ils m'ont tabassé comme il n'est pas permis. Même un serpent, on ne le tabasse pas ainsi. Imaginez-vous, si vous êtes menotté par l'arrière, vous n'avez pas la possibilité d'esquiver un coup. Moi, je suis un pratiquant d'art martial. Je n'avais pas la possibilité d'esquiver aucun coup. Si tu as les mains, tu avais les mains attachées. J'avais les mains liées par l'arrière. Ils m'ont tabassé, 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 tabassé. Alors, je n'ai rien avoué puisque je ne me reproche de rien. Ils vont me
me renvoyer en cellule. Je vous assure qu'ils m'ont arrêté le 15 mai 2015. Donc, du 15 mai 2015, le 21 mai 2015, après toutes ces périodes-là, toutes ces nuits-là, parce qu'à chaque fois, on me faisait toujours sortir, soit dans la journée, soit à des heures tardives, les heures tardives, c'était pour me tortionner, hein, c'était pour me torturer, pour me faire avouer. C'est le 21 mai 2015 que j'agonisais dans la cellule. J'étais prêt à mourir. Je ne savais pas que là où je me trouvais, j'avais des hémorragies internes. Ce sont des militaires, bérets rouges, qui étaient enfermés avec moi en cellule, qui ont boudé sur la porte de la cellule que c'est un compatriote, il ne peut pas mourir ici. Amenez-le d'urgence à l'hôpital. Quoi, ils avaient enfermé des bérets rouges? Mais oui, c'est le B2, ils enferment des militaires. Lorsque les militaires aussi commettent des gaffes et tout, ils enferment des militaires. Hein? Okay. Voilà. Ce sont ces bérets rouges-là. Ils étaient au nombre de 7. Voilà. On m'a amené à l'hôpital militaire le 21 mai 2015. Je pense bien que je vous avais déjà remis les documents. Vous avez les documents avec vous là-bas. Oui. Le 21 mai 2015, on m'amène à l'hôpital militaire. Le lieutenant qui m'accompagne, c'est le lieutenant Kanou Jean. Voilà, du B2. C'est lui qui m'amène à l'hôpital militaire avec une délégation. Arrivé là-bas, il va me présenter auprès des médecins, auprès des infirmières, comme un bourreau. Ce sont eux qui font les crimes rituels. Donc, imaginez-vous un peu le préjudice moral. Ouais. Il me présente devant ces médecins, devant ces infirmières-là, comme étant un bourreau, celui qui fait les crimes rituels, qui découpe les hommes. Hein, les personnes, les médecins et les infirmières me disaient que, oh, ils avaient même peur de m'approcher. Oh, ils m'ont fait porter la cagoule. C'est-à-dire, on passe d'incendiaire, quelqu'un qui peut incendier une ambassade, on vous traite de crimes rituels. Le crime rituel. Donc voilà pourquoi tout ça, je parle de mascarade. Alors, arrivé là-bas, c'est un colonel. C'est son nom que je n'avais pas retenu parce que j'étais traumatisé. C'est ce colonel, à l'époque, en 2015, qui était le responsable du service de radiologie, un monsieur Fan. C'est ce colonel-là qui va menacer le lieutenant Kanou Jean. De toute manière, retirez-lui d'abord cette cagoule. C'est un compatriote, vous n'avez pas le droit de lui malmener ainsi. C'est ce colonel-là, grâce à lui, qu'on va me retirer la cagoule. Grâce à lui, on va m'enlever les menottes. Grâce à lui, il me fera rentrer dans son service de radiologie pour me faire passer sur le scanner. Et à travers le scanner, on va me retrouver avec les cailloux de sang dans l'abdomen. Je vous ai envoyé les documents, vous avez ces documents. Oui. L'ordonnance médicale. Il n'a pas pu être dissimulé. Alors, au sortir de l'hôpital, le lieutenant Kanou Jean va se précipiter d'appeler son officier, au capitaine. Oui, mon capitaine, oh Dieu merci, il n'a pas de côte cassée. Oh Dieu merci, Dieu merci, Dieu merci. Mais le capitaine va dire, mais quels sont les documents qu'on t'a remis? Oh, il y a un certificat médical, il y a les clichés de radio, et puis il y a une ordonnance. Lorsque nous sommes arrivés au B2, le capitaine Elingi va dissimuler toutes les preuves. Oh là là. Donc, ils vont faire disparaître les clichés de radio. Waouh, waouh. Et le certificat médical. C'est ainsi que, étant en cellule, je ne savais pas que tous les documents avaient déjà été dissimulés. On me fera toujours sortir à des heures tardives pour m'auditionner. J'ai été auditionné par plus de 9 enquêteurs. Hein. 9 enquêteurs. Okay. Quelques jours plus tard, je sortirai du bureau. Avant même de sortir du bureau, lorsque j'avais été auditionné par le capitaine Elingi et le capitaine Osami et un enquêteur dont j'ignore son nom, le capitaine Elingi me dira, tu n'as pas honte, tu es un intellectuel, oh, tu n'as pas honte, hein, vraiment, tu n'avais qu'à dire tout simplement que c'est pink. En fait, ils ont tenté de vouloir m'instrumentaliser. Oui.
Parce qu'il fallait dire que c'est M. Jean-Ping qui vous a envoyé Voilà. l'ambassade du Bénin. Voilà. En effet, c'était juste pour vouloir discriminer le candidat potentiel de l'opposition qui devait poser sa candidature en 2016, M. Jean-Ping. C'était juste pour le discriminer. Il fallait trouver un motif pour l'empêcher de poser sa candidature en 2016. En fait, c'était ça l'objectif de pouvoir dictatorial. Ouais. Alors, j'ai dit au capitaine, mon capitaine, vous n'allez jamais m'obliger à dire oui à la place de non. D'autant plus que je constate que vous êtes en violation des droits de l'homme, vous m'empêchez de joindre un membre de ma famille, vous m'empêchez de joindre encore moi-même mon avocat. Aucun membre de ma famille ne sait où je me trouve. Mes parents m'ont cherché dans tous les hôpitaux, dans les commissariats, dans les brigades, jusqu'à la morgue. Même à la prison centrale, mes parents sont allés me chercher, j'étais introuvable. Ils sont même arrivés jusqu'au B2. À chaque fois que mes parents arrivaient au B2, tous me sortaient de la cellule pour aller me cacher dans les bureaux. Oh là là. C'est comme ça que le capitaine Elingi va me dire que tu penses que tu es plus coriace que qui? Nous avions géré des grands bandits ici, Fantomas, tu penses que tu es plus coriace que qui? Il va se lever, il va me donner un coup de pied en plein visage. C'est là où je vais perdre ma dent. Celle que vous voyez là cassée. Je vais saigner du nez, je vais perdre ma dent. C'est le capitaine Elingi. Je ne vais jamais oublier son visage, je ne vais jamais oublier son nom. J'ai saigné. On me fera sortir de cette salle de torture. On me fera descendre pour me faire rentrer en cellule. C'est en sortant maintenant de cette salle de torture que la jeune dame qui dormait aussi avec moi, c'était une militaire. Elle était béret rouge. Elle s'est retrouvée là-bas accidentellement parce qu'elle avait tué son amant, qui était un agent de génie militaire. Ils se sont bagarrés. Donc, malheureusement, le coup est mal parti. Son mari et son ami, son amant était décédé. Elle dormait avec moi. Donc, elle était là et tout parce qu'il y a un de ses beaux-frères qui l'avait rendu visite. C'était un journaliste qui l'avait rendu visite. Son beau-frère. C'est son beau-frère qui lui dira que, oh, mais regarde ce monsieur. Je portais un t-shirt, je pleure amour. En blanc. Et c'était écrit, je pleure amour en noir. Le t-shirt était taché de sang. C'est ce journaliste, que je garde son nom par discrétion, qui lui a dit que, mais attendez, pourquoi ce jeune homme est tout tacheté de sang comme ça? Elle lui dira, car le monsieur qui est ici, depuis qu'il est ici, il ne reçoit aucune visite. Aucun membre de sa famille ne lui rend visite ici. Il ne sait même pas qu'il est ici. Tous les soirs, il est torturé. On l'accuse que c'est lui qui a brûlé l'ambassade du Bénin. Le monsieur ne connaît rien de ça. C'est ce journaliste qui, donc, dans ce cas, rentrer en cellule, qu'il dessine, qu'il fasse un croquis, qu'il m'oriente où habitent ses parents, et comme ça, j'irai signaler à ses parents de sa position. J'ai écrit, j'ai dessiné sur un papier de moustico. Ma maman, elle est gendarme, officier de la gendarmerie nationale, capitaine-major de la gendarmerie nationale. Je garde son nom par discrétion. Oui. C'est cette dame, cette maman-là, c'est ma mère. C'est ce journaliste-là qui est allé, je l'ai indiqué où habitait ma mère, il est allé remettre. Maman, oui, vous connaissez M. Digoné Eric Girard? Oui, c'est mon fils. Oh, il est où? On le cherche de partout, partout, dans les hôpitaux. On n'a pas trouvé, madame. Faites vite. Il est entre la vie et la mort. Il est au B2. Mais nous étions au B2. À chaque fois qu'on arrive là-bas, mon nom ne figurait pas dans la main courante. Donc, c'est-à-dire toutes les personnes qui sont enregistrées en cellule voilà. Sont mentionnées sur la main courante. Mon nom ne figurait pas. Donc, imaginez-vous, donc je pouvais mourir pendant le acte de torture, et puis après, on devait me balancer quelque part et dire que bon, c'est les crimes mutuels. Vous comprenez un peu? C'est ce qu'ils font le plus souvent quand on recherche des personnes qui ont disparu. On va au B2, il n'y a personne. Donc, ils dissimulent. Les véritables criminels, ce sont ces agents-là. Alors, et c'est comme ça que ma maman, je pense que j'avais que maman, fais vite, envoie un avocat. Je suis ici entre la vie et la mort. On m'arrête le 15 mai 2015. Imaginez-vous. C'est le 18 juin 2015 que mon avocat viendra dans les locaux du B2 signaler ma présence, menacer le colonel qui gérait le B2 à l'époque. C'était une femme, je ne sais plus, j'ignore son nom. Que vous séquestrez mon client ici, Digoné Eric Girard. Ils vont nier. Oh non, on ne connaît pas Digoné Girard. Ils vont l'amener jusqu'en cellule.
Parce qu'ils vont me faire sortir de la cellule pour aller me cacher dans un bureau. Le lieutenant Kanoujan, c'est lui qui me fera sortir. On est grand, on vient et tout. On va aménager une salle où tu pourras recevoir tes parents. Tout ça, c'était une mascarade, un mensonge. Voilà. Donc, c'était pour permettre à l'avocat de visiter la cellule et de ne pas et de constater mon absence. Mais l'avocat va dire que mon client n'est pas un idiot. Madame le colonel, mon client, regardez, il a dessiné exactement tous vos locaux, le compartiment où se trouve. Voici, il doit dans cette cellule-là. Voilà. Il a écrit sur un papier de moustico. Hein? Et c'est comme ça que le lendemain, le 19 juin 2015, que j'ai été déféré au tribunal. Après 34 jours de séquestration, de torture et de torture, j'ai été présenté devant le procureur, le substitut du procureur. Et tout ça, Sidonie Floroway était au courant. Elle était en communication avec le capitaine Elingi. On me présente devant le procureur, le substitut du procureur. Il va me dire, oui, monsieur, reconnaissez-vous les faits qui vous sont reprochés? Je dis, mais je veux reconnaître quel fait? Je ne me reproche de rien. Et monsieur le procureur, vous ne voyez même pas qu'il y a vice de forme? On me présente devant vous. Hein? Je ne sais pas si c'est une garde à vue ou c'est une séquestration. On m'arrête le 15 mai 2015, on me présente le 19 juin 2015. Vous ne voyez pas qu'il y a vice de forme? Le procureur me dit ça, tu veux m'apprendre le droit? Tu veux m'apprendre mon travail? Bon, tu iras répondre de tes actes en prison. Ils vont m'envoyer maintenant chez un juge d'instruction, dans un cabinet. Sans présenter de preuve du dossier, sans présenter de preuve, des éléments d'accusation, rien. Rien du tout. L'objectif, c'était tout, de trouver des cobayes pour attribuer l'incendie de l'ambassade du Bénin. Mais moi, je vous dis, cet incendie, M. Opianga est au courant de ça parce que M. Opianga gérait une milice qu'on appelait les Spatiales. Ce sont eux qui ont fait beaucoup de coups bas dans Libreville. C'était la main noire d'Ali Bongo Ondimba. Alors, on me présente devant le juge d'instruction. J'ai dit au monsieur, à madame le juge, oui, madame le juge, mais vous regardez, il y a vice de forme. Ah, monsieur, oui. J'ai dit, mais j'ai été séquestré et torturé. Vous ne voyez pas qu'il y a problème là? Elle me dit, avez-vous des preuves que vous avez été torturé? J'ai dit, madame, j'ai des preuves que j'ai été torturé. Quand bien même le capitaine Elingi et le capitaine Osami ont dissimulé certaines preuves, donc le certificat médical et les clichés de radio. Mais moi, j'ai réussi à cacher l'ordonnance médicale qui a les mêmes indices que le certificat médical. Vous savez où je l'avais caché? Entre mes jambes, entre mes fesses. Et j'ai sorti ça devant le juge d'instruction. J'ai dit, madame le juge, excusez-moi de ma position, mais j'étais obligé de cacher cette pièce à conviction, cette preuve, pour me justifier devant la loi. C'est une pièce à conviction. Je joignais ça dans mon dossier. Quand vous m'envoyez en prison, il n'y a pas de problème, il y a un Dieu vivant et vrai. Voilà. Heureusement que tu as eu ce réflexe. Voilà. Elle m'a regardé, elle a écarquillé ses yeux. Elle m'a dit, toi-même, fais la copie. J'ai fait la copie. J'ai dit, vous joignez ça dans mon dossier. J'ai pris l'original pour remettre ça à mes propres, à ma mère. Et la photocopie, ils ont joint ça dans mon dossier. Et ils m'ont déféré. En prison. En prison. Malgré ça. Voilà. Étant en prison, ils ne m'ont pas la surprise. C'est en prison que j'ai découvert que même les agents du B2 envoient des militaires avec des faux motifs en prison pour mener des enquêtes. On les appelle les éboueurs. Ouais. On les appelle les éboueurs. Ils rentrent expressément juste avec des faux motifs. Accident, CBV et tout ça. Juste pour mener des enquêtes sur certaines personnes. Voilà, pour espionner d'autres prisonniers. Voilà. De là-bas, on m'avait accusé que je détenais un téléphone pour être en contact avec les hommes de l'opposition et ils m'ont envoyé dans un quartier disciplinaire. Donc, on parle d'incendie, après crime rituel, après possession de téléphone pour donner des éléments. Mais
Voilà. Ni queue ni tête. En fait, ils ont usé de toutes les tactiques possibles pour vouloir nuire l'opposition, pour vouloir nuire M. Jinping, pour vouloir trouver des cobayes pour inculquer, pour inculper ces derniers face à l'incendie de l'ambassade du Bénin, qui est une mascarade. Alors, j'étais déféré le 19 juin, j'ai été incarcéré le 19 juin 2015 à la prison centrale de Libreville. J'ai fait 18 mois de détention préventive. On me fera sortir après ces 18 mois. Oui, monsieur, vous êtes acquitté de toute poursuite judiciaire. Vous êtes innocent. Je vais poser la question au juge d'instruction. Madame le juge, OK. Et le préjudice moral et corporel que j'ai subi, qui me le paye, elle me dira, es-tu sûr que tu peux poursuivre le pouvoir en place? Ah là 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 là.